Bonsoir tout le monde. Cette semaine, mon invité, Monsieur Cosmos de Cosmos Info. Comment ça Bon, va, Capitaine Cosmos? ben, super content d'être là. C'est la première fois qu'on me demande en entrevue. D'habitude, c'est moi qui fais le premier pas pour interviewer des gens. C'est la première fois que quelqu'un me tend la main. Puis ça, ben, ça me fait plaisir de parler à un nouveau public. Je ne connais pas exactement ton public. Peut-être que ce que je vais dire ce soir, ils vont trouver que c'est bien flyé. Mais essayez de me suivre. On va essayer d'avoir du fun. Voilà, je vais essayer de répondre à vos questions le mieux que je peux. Puis je suis content d'être là. Il y en a qui vont trouver ça intéressant, puis d'autres, oui, qui vont trouver ça étrange. Je te le dis tout de suite. Puis je le tutoie parce qu'on s'est parlé juste avant de commencer l'enregistrement. Certainement. On va essayer de faire ça à la bonne franquette d'une manière sympathique. De quelle façon t'es venu l'idée d'analyser des vidéoclips? Puis là, ben, là, sûrement, peut-être, tu pourras me corriger si je dis n'importe quoi. Là. Tu sais, souvent, tu vois euh, tu sais, le sexe, les enfants, la pédophilie. Comment tu as fait pour, à un moment donné, analyser tout ça? Y a-tu des thèmes, quelque chose qui est mis de chercher? Euh, ben, moi, premièrement, mon background de vie, c'est mon background de vie qui m'a amené là. Moi, j'ai été 20 ans photographe professionnel. Donc, la structure de l'image, comment on parle avec une image, moi, j'ai créé des images pendant longtemps. Jusqu'à temps que la business de la photographie, ça n'existe comme plus parce que tout le monde a des téléphones, puis c'est dur d'en vivre à faire des photos maintenant. Donc ça, puis j'ai eu une implication politique auprès du Parti québécois puis de l'indépendance du Québec pendant une bonne dizaine d'années où je créais moi-même des films qui faisaient la promotion de l'indépendance du Québec que les fédéralistes appelleraient de la propagande séparatiste. Mhm. Donc, je connaissais beaucoup l'image, je connaissais la propagande, j'en faisais comme moi-même à quelque part. J'analysais la propagande adverse. Et puis, donc, c'est un peu tout ça. Puis, j'ai été dans un groupe de rap, j'ai été DJ, fait que la musique, la culture populaire, j'en ai beaucoup consommé, j'aime ça, puis je trouve ça le fun comment on peut influencer les gens à travers son art. Puis avec la pandémie, puis tout ça, avec de 2018-2020, là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des patterns, puis dans l'industrie, les artistes qui sont là, on croit qu'ils sont libres, OK? On croit qu'ils sont là parce qu'ils sont bons, et puis ils ont un esprit créatif, puis ils sont libres, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs chansons, puis ça donne que les meilleures chansons sont prises par les radios, puis c'est ceux-là qu'on entend. Tu sais, c'est ce qu'on OK. veut nous faire croire, c'est que dans le fond, il y a un genre de gros mensonge qui est le rêve américain. Que si tu travailles fort, tout le monde peut y arriver. Tu Mhm. peux, regarde Céline Dion, elle n'avait rien, t'es tout petite, t'étais pauvre, d'une petite famille de 13 enfants. Mais là, René l'a découvert, puis il est devenu une grande star. Fait que si c'est arrivé pour Céline, peut t'arriver pour toi aussi. Voici, tu veux comme ça, vous pouvez vous inscrire à La Voix, justement, La Voix 84 cette année. Là, la prochaine star du Québec. Fait que là, faut que ça l'entretienne chez l'auditoire, la possibilité, le rêve que ça peut être moi aussi. Fait que là, on se dit, les vedettes, si ils écrivent des chansons qui touchent les gens, c'est parce que c'est eux autres mêmes font partie du peuple. Donc, si on regarde les parents des grandes vedettes dans l'histoire du showbiz, on devrait retrouver des charpentiers, des infirmières, des concierges. Mais c'est pas ça qu'on retrouve du tout. Si on regarde, les parents des grandes vedettes sont dans le militaire, sont dans l'armée, ils étaient des élites eux-mêmes, ultra-millionnaires eux-mêmes, déjà dans l'industrie. C'est ça, les parents des vedettes d'aujourd'hui, si on nous le cache le plus possible parce qu'on veut nous faire croire que c'est des gens pareils comme vous et moi, puis elle chante tellement bien, qu'elle a tellement une voix exceptionnelle, Ariana Grande, que c'est pour ça qu'elle est numéro un. Il y avait un monologue ultra connu d'une légende de l'humour américaine qui s'appelle George Carlin, Oui. qui parle de ça. Puis il dit que c'est un gros club. C'est un gros club. Puis on n'est pas dedans. Puis ceux qui sont dedans, ils s'en foutent de nous autres. Puis le plus grand mensonge, c'est le rêve américain. Puis il dit parce qu'il faut être endormi pour y croire. Puis quand on se rouvre les yeux, c'est là qu'on se rend compte que c'est ça. C'est un gros club, puis c'est pas n'importe qui monte au sommet. Cette personne-là qui monte au sommet, elle a été préparée pour monter au sommet, généralement depuis l'enfance, Elle a été pour choisie, là. choisie à plusieurs moments, mais c'est que
tu sais, ça commence dans l'enfance, tout ça. Tu sais, il y a 3-4 chemins pour devenir top mondial, là. Je vais expliquer les 3 chemins rapidement. Le premier chemin qui s'adresse... Gars, je vais raconter une histoire, puis cette histoire-là, c'est la même histoire pour Britney Spears, Hilary Duff, Selena Gomez, Demi Lovato, Zendaya, Olivia Rodrigo, et j'en passe. À chaque année, il y a une nouvelle starlette qui apparaît. Ariana Grande aussi, c'est la même chose. Les jeunes vedettes, les jeunes chanteuses starlettes qui ont, disons, 30 ans et moins aujourd'hui, Miley Cyrus, c'est le cas aussi. Comment ça se passe? C'est que eux, ils ont des parents déjà très, très motivés à faire en sorte que leur enfant soit une vedette. Ils sont soit parrainés par quelqu'un dans l'élite, ou sont eux-mêmes dans l'élite, ou sont dans le militaire. Mais au moment où que l'enfant est vraiment bébé, eux autres, ces parents-là, sont déjà dans le club, on va dire. Et ces enfants-là sont amenés dans des écoles de charme, c'est-à-dire des écoles pour petites filles, on leur montre les bonnes manières, comment bien se placer, comment être séduisante, comment bien parler. Puis là, ça l'amène au mannequinat pour enfants. Donc, généralement, ces vedettes-là vont faire une publicité de Crest ou une publicité quelconque pour être là. Là, après ça, ils vont être dans une autre école qui va leur apprendre à chanter et danser. Donc, ils vont être dans des comédies musicales. Donc, toutes les chanteuses que j'ai parlé, là, à l'âge de 10 ou 11 ans, vont jouer dans une comédie musicale. La plupart du temps, ça va être soit Alice au Pays des Merveilles ou Le Magicien d'Oz. OK. Ces deux œuvres-là sont fondamentales dans toute mon analyse, dans tout ce que je vais dire. C'est extrêmement important. Alice au Pays des Merveilles et Le Magicien d'Oz. Parce que, dans le fond, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, c'est l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui passe dans un autre monde, elle passe à travers le miroir, puis là, elle va prendre de la drogue et puis elle va se faire abuser de certaines manières. C'est un peu une manière pour inciter les enfants à aller vers l'inconnu pour pouvoir se faire abuser, ou c'est un peu un mode d'emploi pour les abuseurs pour amener comme à amener l'enfant dans le trou du lapin, le lapin, tu sais, puis chez les complotistes, là, la notion du lapin blanc, aller dans le trou du lapin, c'est Alice au Pays des Merveilles. Euh, Parce que toutes les vedettes que j'ai parlé tantôt, à un certain moment donné de leur carrière, vont incarner Alice dans leurs vidéoclips, dans leur pochette d'albums. Ils vont être Alice dans Alice au Pays des Merveilles. J'ai déjà fait des montages où toutes ces petites vedettes-là, à un certain moment donné, sont Alice. Donc là, on est rendu à l'époque, ils ont fait une comédie musicale. Là, les meilleurs d'entre eux vont être recrutés par une des deux compagnies suivantes, Disney ou Nickelodeon. Ces Disney Nickelodeon-là, eux autres, ils produisent du divertissement pour enfants, mettant en vedette des enfants, puis ils sont là pour partir une industrie. Donc, Disney, la plus connue, a engagé comme réalisateur de ces émissions-là, à travers les années, plusieurs pédophiles avérés. Il y OK. en a qui ont fait de la prison, puis ont même été réengagés par la suite. Puis si vous regardez, si vous googlez pédophiles à Disney, comme des employés, presque à chaque semaine, il y a des descentes. On voit qu'il y a ceux qui travaillent à Disney, il y a beaucoup de pédophiles là parce qu'ils vont être entourés d'enfants. Donc, si tu es dans le divertissement, puis tu es pédophile, ben, travailler à Disney, pour toi, tu vas être entouré d'enfants, puis il y a des parents qui vont être là, qui veulent pousser leur enfant, puis qui vont tourner le regard. Parce que si ces enfants-là sont exploités, c'est parce qu'il y a des parents qui ne s'en occupent pas correctement. Les parents qui les ont envoyés dans l'école de charme, qui les ont envoyés dans des parties d'Hollywood pour qu'ils rencontrent des personnes, c'est eux autres qui ont une très grosse partie du blâme à ce qui va arriver. Parce que l'histoire que je vous racontais, là, ils ont été recrutés par Disney. Là, ils ont été mis dans des petites émissions qui s'adressent à des enfants. Pendant 4-5 ans, on les a vus. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont joué dans des films de Disney. Souvent, c'est des comédies musicales, c'est bien sympathique. Et très souvent, dans l'émission de Disney, la vedette va jouer dans une émission dans laquelle il y a une dualité de personnages. Elle va incarner deux personnages ou elle va se transformer en un personnage ou l'autre. Par exemple, Anna Montana, Miley Cyrus, son émission Anna Montana. Le concept de l'émission, c'est que Anna Montana est une petite fille comme vous qui écoutez à la maison. C'est une petite fille comme les auditrices qui rêveraient d'être une vedette.
Puis elle va à l'école, c'est normal, mais elle a une vie secrète où elle est une superstar. Puis là, une superstar de l'industrie, Britney Spears, mettons. Fait qu'elle, elle joue deux personnages. Il y en a une autre émission qui s'appelait Liv et Maddie, qui mettait en vedette Dove Cameron, par exemple, où c'était la même actrice, mais qui jouait des jumelles. Encore là, étaient deux personnages. Donc, il y a très souvent un aspect de vie cachée ou double vie dans l'émission. Une fois que on est rendu l'adolescente, elle a environ maintenant 17 ans, elle a fait quelques années chez Disney, elle va passer par sa période Good Girl Gone Bad. C'est-à-dire, là, c'était une jeune nymphette que certains adultes pouvaient regarder l'émission et trouver séduisante. OK. Et puis là, elle va sortir un vidéoclip, un nouveau disque où elle est pratiquement une pornostar, soft porno. Miley Cyrus, c'est probablement le meilleur exemple où elle a brisé son image de Hannah Montana en devenant littéralement, en faisant des actes dégradants à l'écran, à moitié nu, en lichant des marteaux, en faisant des simulations sexuelles. Britney Spears, ça a été la même chose. Ça a été la même chose pour tous ceux que j'ai dit. Demi Lovato, même chose. Selena Gomez. Donc, la période Good Girl Gone Bad. Après ça, ces vedettes-là sont contrôlées par l'industrie. Maintenant, ils ne sont plus avec Disney, ils sont avec une étiquette de disque qui, ultimement, appartiennent à des gros conglomérats. Ces compagnies de disques-là, comme je vous disais, ça appartient au même au bout du compte. Et puis, ils vont systématiquement promouvoir ce que les gouvernements veulent nous promouvoir. En fait, pas nécessairement les gouvernements, mais les élites mondiaux, tu sais, le groupe Bilderberg, par exemple, le World Economic Forum. C'est-à-dire que les grands intérêts des propriétaires des compagnies de disques et même que les propriétaires des postes de télé, les propriétaires des postes de télé appartiennent à des encore plus gros conglomérats. Puis finalement, on arrive à BlackRock et Vanguard, ultimement, ou chez Disney, ils contrôlent et Fox et Lucasfilm et ESPN. La pieuvre est immense. OK? Et l'artiste, ce qu'il devient, il devient un porte-parole, c'est comme une mascotte de valeur qu'on a à vendre à la société. Puis ça l'évolue toujours. On pousse toujours l'enveloppe un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est comme par exemple, ça fait longtemps que ça existe, là. Mais par exemple, dans les années 60, le groupe de musique noire américaine, les femmes, le plus populaire, c'était les Supremes. Oui. Diana Ross, OK? Leurs deux plus gros hits s'appelaient You Can't Hurry Love. No, you just have to wait. OK? Et puis l'autre, c'était Stop in the name of love. Donc, ça disait préservez-vous avant le mariage, respectez-vous. Ouais. Grosso modo, ça avait de la classe, les femmes avaient de la classe, ils étaient belles. Puis il disait aux gens de se respecter. Donc, à ce moment-là, l'agenda n'était pas vraiment commencé pour eux autres parce que ce message-là est super positif pour la société, à mon avis, de dire ça aux jeunes filles qui écoutent. Mais petit à petit, la femme noire et la musique populaire nous a rendu que l'an passé, c'était Cardi B qui était là. Et puis, le plus gros succès, c'était Wet Ass Pussy. Puis, c'était un spectacle de lesbiennes porno soft sur une scène où on parle de pornographie et d'actes dégradants. Donc, comment on a fait que la société a passé à Stop in the Name of Love, à Wet Ass Pussy? Ben, il a fallu faire des petits pas, des petits pas, des petits pas. Parce que là, c'est là que les gens vont me trouver flyé parce que je crois que le but de l'industrie ou de ces mondialistes-là ou de ceux qui contrôlent ces marionnettes-là qui sont les artistes, ben, ils n'ont pas un but positif pour notre société. Ils sont de mèche avec les autres mondialistes pour contrôler comment on pense. Parce que les compagnies de disques et les compagnies de cinéma, ils ont été créés au départ dans les années 40 par du militaire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, comme, mettons, l'étiquette de disque RCA, ça veut dire Radio Communication of America. Donc, c'était une entité qui a été faite fédérale, militaire au départ, puis après, c'est devenu une compagnie de disques. Puis, ceux qui ont fondé 20th Century Fox, puis les gros studios d'Hollywood, c'est des anciens aussi du militaire ou de la CIA. Donc, c'est un peu ça ma prémisse. Et puis, là, qu'est-ce qu'on a à vendre? Mais là,
là, c'est une autre partie que les gens vont trouver flyée, c'est que, à mon avis, de ma lecture, si je suis dans un décor égyptien, c'est que, à mon avis, les mondialistes ont un agenda anti-catholique, anti-Dieu. En fait, leur but, je crois, c'est de créer une nouvelle religion mondiale qui unifierait tout le monde, mais en revenant dans le passé de avant Jésus. OK? OK. Jésus est arrivé, puis dans la Bible, ça dit de ne pas idolâtrer les anciennes divinités, les anciens dieux, de rejeter Baal, puis Baphomet, puis toutes les anciennes, les divinités, les idoles de avant lui, il faut les rejeter. Ça, c'est le message de Jésus pour dire, bon, ben, vous priez Dieu seulement, puis pas des images, pas des statues. Ça, c'était le message de Jésus. Maintenant, n'importe quoi qui est écrit dans la Bible, en ce moment, les petites chanteuses que je vous parlais tantôt sont en train de nous vendre le contraire à peu près sur n'importe quel sujet. Parce que, donc, les petites chanteuses que je vous parlais, en ce moment, ils incarnent tous, à leur manière, une des divinités qui précèdent Jésus, des divinités féminines. Elle peut avoir plusieurs formes, mais c'est grosso modo le même personnage. C'est comme le féminin de Satan. Ça peut être OK. Diana, Et là où ça je peut vais. être Scarlet Woman, ça peut être Ishtar, ça peut être Vénus, ça peut être Aphrodite, ça peut être Isis. Isis, ça c'est aussi très, très important, le mythe de Osiris et Isis, la résurrection de Osiris. Dans les clips populaires en ce moment, dans la culture populaire, on voit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous rappelle l'histoire rapidement de c'est quoi Osiris, Isis. Osiris était, semblerait-il, un pharaon extrêmement efficace pour sa société, a amené la connaissance, a fait en sorte que sa société était extrêmement prospère, puis c'était un bon leader, semblerait-il. Sa femme était Isis, et à un certain moment donné, le frère de Osiris, qui s'appelait, son nom m'échappe parce que c'est Seth, en tout cas, il tend un piège à Osiris et il va l'enfermer dans un sarcophage au moment d'un party. Et puis, le sarcophage, il va l'envoyer dans le Nil. Isis, sa femme qui veut le ressusciter, va retrouver son corps et puis va réussir à le ressusciter, Isis. Mais là, son frère était fâché de ça. Il retourne et puis il va couper le corps de Osiris en 14 parties et puis il va envoyer toutes les 14 parties de son corps partout en Égypte. À ce moment-là, Isis, elle doit reconstruire toutes les pièces du corps de Osiris pour continuer la lignée. Elle va réussir à retrouver 13 morceaux du corps de Osiris. Il manque le 14e morceau. Quel était ce 14e morceau? Le pénis, le phallé, OK. le phallus. Donc, elle va s'en créer un genre de dildo magique. OK? Et puis, elle va faire l'amour avec Osiris, avec son dildo magique, et ça va marcher. Elle va enfanter de son enfant, c'est le nom du fils d'Isis, c'est Horus, pour l'œil d'Horus. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que à chaque fois qu'on voit dans les grandes villes un gros dôme avec un monolithe, immense monolithe, comme à Washington, par exemple, c'est un bon exemple. Oui. Le Washington Monument représente le 14e morceau du corps d'Osiris, le pénis d'Osiris. OK. C'est ça qu'il représente. Et le dôme, parce que l'obélisque va être toujours face à un immense dôme. Le dôme représente le ventre de Isis. Et qu'est-ce qui va arriver une fois qu'elle est enceinte, Isis, elle va accoucher de l'Antéchrist. Donc, pour les sociétés secrètes, on va dire, ou ceux qui contrôlent, eux autres, ils veulent faire renaître Osiris à travers un grand leader. OK? Donc, les vedettes, ils incarnent très souvent Isis parce qu'ils veulent, à mon avis, là, je sais que le monde va me trouver flyé, mais faire
channeler ou faire réarriver l'Antéchrist. Puis il y a une cérémonie, il y a un temple maçonnique à Washington entre l'obélisque de Washington, le Washington Monument, et le Capitole. OK? Entre les deux, il y a le plus grand temple maçonnique, je pense, américain, qui est là à Washington. Et pendant que le président américain est là à s'assermenter, il y a une cérémonie qui se passe au même moment et on tente de faire réarriver l'esprit d'Osiris dans le président. Donc, là, je sais que le monde me trouve flyé, mais c'était ça avec Cosmos. Donc, ça, c'est important parce que quand je vous parlais, regarde, je vais vous montrer des images ici d'Isis, puis à quel point vous le voyez souvent, puis peut-être que vous n'en rendez pas nécessairement compte. OK? Ici, c'est le clip de Katy Perry, Dark Horse, où elle-même va incarner cette déesse-là qui veut faire revenir l'Antéchrist ici. Donc, on a toute cette symbolique-là. Puis, évidemment, l'œil ici qu'on a ici, c'est l'œil de Horus, qui est le fils de Isis. Et puis, elle va nous faire tous les symboles aussi franc-maçonniques connus, c'est-à-dire le shush, le one-eye, euh, toute la thématique égyptienne de faire revenir l'Antéchrist à la vie. On le voit très souvent, évidemment. Parce qu'évidemment, mes analyses, c'est d'un point de vue chrétien, puis parce que je me rends compte que tous les symboles que les vedettes nous envoient, ces symboles-là nous viennent de la Bible. Le serpent, c'est dans la Bible qu'on nous parle que le serpent représente le péché ou le péché originel, ou quand le serpent va demander à Ève, tu pourrais savoir c'est quoi le bien et le mal, tu pourrais devenir comme Dieu. Parce que ça, ce message-là, là, de vous pouvez être fort, vous pouvez devenir un Dieu, vous êtes un Dieu, je suis un Dieu, c'est le message central de la musique populaire. Tu sais, si on pense à Madonna, Lady Gaga et compagnie, Miley Cyrus, c'est le message de vous, vous pouvez vous élever, devenir un dieu, puis vous pouvez faire ce que vous voulez parce que c'est ça. Fait que Oh. voilà. Mais ça veut-tu dire, comment je pourrais expliquer ça? Avec votre comparaison, là, qu'ils veulent ramener comme le satanisme plus fort Oui. que le catholicisme? Mhm. Oui. OK, OK. Donc, j'ai bien compris, là. Ben ouais, oui, en fait, c'est que eux autres sont en guerre ouverte avec la chrétienté, de toute évidence. Parce que, OK, pour bien comprendre ce que je veux dire, il faut qu'on ait un personnage qui a tout commencé au début du 20e siècle. C'est l'idole de nos idoles. Il s'appelle Aleister Crowley. Aleister Crowley est né à la fin du 19e siècle, en 1800, qui a fait partie d'une organisation secrète qui s'appelle les Golden Dawn, qui est une organisation maçonnique, mais d'élite, avec, même dans ce groupe-là, au moment même qu'il était membre de ça, il y avait Bram Stoker, l'auteur de Dracula. OK? Puis à ce moment-là, lui, le Golden Dawn, c'était plus assez hot pour lui. Il est reparti par lui-même faire des recherches sur l'occultisme. Et puis, il s'est retrouvé il a rencontré une jeune femme qu'il a décidé d'épouser rapidement, puis il est allé en Égypte pour sa lune de miel. Puis là, ils ont décidé d'aller faire l'amour dans les pyramides. Puis à ce moment-là, ils ont fait des cérémonies. Puis là, selon ses propres dires, ils ont été en contact avec des entités, ils ont ouvert des portails, puis ça a changé leur vie. Puis à partir de ce moment-là, Aleister Crowley est devenu comme une référence de l'occultisme, du satanisme. Puis là, de 1900 jusqu'à sa mort en 1947, il va être le leader du nouveau satanisme. C'est lui il va écrire plusieurs livres, donc le livre de la loi, entre autres. Et puis, son mantra, mettons sa phrase la plus importante, la plus connue, c'est Do what that will should be the whole of the law. Donc, fais ce que tu veux, ça devrait être l'entièreté de la loi. Et puis, sa doctrine visait aussi à faire en sorte que ça soit une minorité d'élite qui contrôle une majorité d'esclaves. Il disait les slaves should be slaves. Et puis, il n'y a pas de limite à la perversion, à tes désirs. Tu devrais
laisser aller tous tes désirs. Puis lui, il a fait ça. Il a fait il y a eu des maisons d'orgie incroyables. Il était en Italie à un certain moment donné, dans le temps que Mussolini était là. Puis il était tellement déjanté, c'était tellement dégueulasse ce qu'il faisait. Avec des animaux, avec des enfants. Tout ça. Il s'est fait mettre dehors de l'Italie par Mussolini lui-même à ce moment-là. Après, il y a eu une maison au Loch Ness. Puis dans sa maison au Loch Ness, là, pas de preuve là, à 100%, mais ce qu'on dit dans sa biographie, c'est qu'il a fait une immense cérémonie qui dure pendant plusieurs mois. OK, puis qui est très, très, très difficile à faire. La dernière fois que quelqu'un l'a fait, ça faisait comme 300 ans. Puis, il semblerait-il qu'il est très, très dangereuse, cette expérience-là. Puis, il ne l'a pas complété. Il a arrêté au milieu. Puis, il y a eu plusieurs malheurs à cause de ça. Et cette maison-là, qui est importante, qui est proche du Loch Ness, cette maison-là va être rachetée plus tard dans les années 60 par le guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page. OK, ouais. OK? Jimmy Page, puis de ce que j'en ai compris également, c'est le lieu de la mort de Jimi Hendrix chez Jimmy Page. Parce que Alexa Crowley, que je vous disais ça, les grandes vedettes rock des années 60 l'ont idolâtré. Ben, Puis, comme genre, Osborne, exact, il y a une chanson, Mr. Mr. Crowley. Crowley. Tout à fait, tout à fait. Mais sur l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, tu sais, si tu te rappelles la pochette de l'album, c'est comme une foule derrière lui, et puis Alexa Crowley est en haut à gauche, il est là. Sur la pochette du Greatest Hits des Doors, Jim Morrison est sur la tombe de Alexa Crowley avec comme la statue d'Alexa Crowley. Led Zeppelin, ils sont très influencés par Alexa Crowley également. Puis après, David Bowie, puis après les autres des années 80. Puis après, cette doctrine-là s'est embrigadée. Au début, c'était juste dans le heavy metal, mais maintenant, c'est rendu bien plus, peut-être encore dans le heavy metal, mais maintenant, on la voit dans la culture pop bonbon. Qui s'est offert aux petits-enfants le même message, comme par exemple, je prends par exemple Miley Cyrus en 2015 a sorti un album, une chanson qui s'appelait We Can't Stop. Mais c'était ça que ça dit. Ça dit on peut faire tout ce qu'on veut. It's my life, I can do what I want to, I can do what I want to. Ou, tu sais, même des chansons comme de Sheryl Crow, par exemple. Ouais, Tu sais, quand elle dit If it makes you happy, what the hell is it? ouais. OK? Ou bien All I want to do is have some fun. Tu sais, tout ce message-là qui vous dit faites ce que vous voulez, tu sais, oubliez toutes les lois. OK, c'est poussé par l'industrie. Puis si c'est ça le message, ça va être poussé. Mais si le message est le contraire, si quelqu'un dirait le mot Jésus dans une chanson, là, ça joue. C'est impossible que ça joue à la radio. OK, ils ont comme fait que si une chanson qui parle de la foi, ben ils ont créé ça existe, ça peut exister. C'est pas comme si c'est censuré, mais ça ne sera jamais à radio commerciale, ça ne sera jamais à la télé. Ça va être dans la catégorie Christian Rock, Gospel, qui va être complètement à part. Oui, peut-être une fois par année, on va donner un trophée. Oui, ben cette année, dans la catégorie Christian Rock, c'est un tel, mais c'est à part tout ce qui est industrie traditionnelle. Eh bien là, on dirait que c'est pour pousser le satanisme. Mais je sais que pour des gens qui ne sont pas croyants, de penser que l'industrie pousse le satanisme. Je sais que c'est fort le café, mais si vous analysez, c'est qu'est-ce que Alexa Crowley disait, qui est le fondateur du satanisme du 20e siècle, et tous les messages qui sont envoyés par la culture populaire, vous voyez que ça matche parfaitement. Puis un autre élément bien important dans la culture aussi qui est arrivé en 1965, c'est la fondation à Los Angeles de l'Église de Satan, Church of Satan, qui a été fondée, lui, par Anton LaVey. Anton LaVey, puis avec sa fille Zina LaVey. Anton LaVey, lui, il était à Hollywood, bien plugué avec les grosses vedettes là-bas. Il fonde cette église-là, puis il y avait James Manfield, la super top mode,
je sais pas, moi, la sex symbole du moment, la Margot Robbie du moment, qui était avec lui. Puis il y avait des gars du Rat Pack aussi qui étaient avec lui, Sammy Davis Jr. Donc, il faisait des parties à Hollywood où il faisait des cérémonies sataniques. Mais comme on les imagine dans les films, parce que ce Anton LaVey, ça va être lui qui va être engagé par Hollywood pour que dans les films, ça soit comme dans la vraie vie. Les costumes, les couleurs, le pentagramme inversé, les têtes de boucle, le sang, tout ça, les chandelles. Donc, lui est super important parce que c'est lui la courroie de transmission entre le satanisme et les groupes de musique et les réalisateurs et Hollywood. Et il y a un film que si les gens veulent comprendre le satanisme à Hollywood, le satanisme dans la culture, il y a un film des années 60 qui est un must, puis j'en ai parlé souvent, puis peut-être que tu l'as déjà vu, puis moi aussi je l'avais déjà vu il y a 30 ans, mais je n'étais pas allumé à ça. C'est Rosemary's Baby. Oui. OK, en Rosemary's Baby, c'est incroyable tout ce qui se passe là-dedans. Mais pas incroyable, mais toutes les ramifications. Écoute bien ça. Réalisateur, Roman Polanski. Roman Polanski, à l'époque, est marié avec Sharon Tate. Sharon Tate, l'année qui suit le tournage du film, Sharon Tate va être enceinte et se fera assassiner par la secte de Charles Manson. OK? Dans le film Rosemary's Baby, c'est l'histoire d'une femme qui va tomber enceinte de l'Antéchrist parce que c'est un couple qui arrive dans un building à New York et puis leur voisin, c'est des satanistes. Et puis, ils vont, dans le couple, un des deux est un acteur qui veut faire avancer sa carrière. Donc, le couple sataniste vont voir l'acteur puis vont, je sais comment faire avancer ta carrière. Il lui offre un deal. Le deal est qu'il doit donner sa femme en sacrifice pour qu'elle se fasse engrosser, soit, dépendamment comment on voit ça, soit par Satan lui-même ou par la secte satanique qui va lui passer dessus comme un gangbang. OK. OK? Mais pour ce faire, elle se fera empoisonner. Donc, c'est très important la notion, l'empoisonnement ici. Elle va se faire empoisonner par une mousse. Cette mousse-là va lui être donnée par le personnage qui s'appelle Minnie. Donc, le couple, les sataniques, l'homme s'appelle Roman, comme Roman Polanski. La femme s'appelle Minnie, comme Minnie Mouse. Mhm. Elle va donner une mousse empoisonnée. Donc, ça va être la mousse de Minnie qui va empoisonner Rosemary. Mais Rosemary, elle ne prendra pas au complet le poison, un peu comme Bill Cosby faisait pour endormir ses victimes, OK? Donc pendant qu'elle va se faire violer, et pas complètement dans un autre monde, elle va voir un peu, elle va se rendre compte de ce qui se passe, elle va voir un rêve éveillé, puis donc elle va avoir conscience qu'elle porte, à un certain moment donné, le fils de Satan en elle. Ce film-là se passe en 1966. La personne qui est Anton LaVey est impliqué pour faire en sorte que ça soit comme lui, il voit ça. Anton LaVey et l'Église de Satan ont dit que l'année 1 du satanisme, c'était 1966. Le film Rosemary's Baby, ça déroule en 1966, même s'il a été filmé en 67. Donc, la naissance de l'Antéchrist dans Rosemary's Baby, c'est comme pour l'Église de Satan, la naissance de l'Antéchrist. L'actrice qui jouera Rosemary dans Rosemary's Baby, c'est Mia Farrow. Mia Farrow qui sera mariée avec Woody Allen plus tard. Woody Allen mariera sa fille adoptive. Mhm. Mia Farrow, au moment de tourner le film, est mariée avec, tenez-vous bien, The Voice lui-même, Frank Sinatra. Frank Sinatra, il est dans le Rat Pack, il est ben chum avec, évidemment, ceux du Rat Pack, donc ceux qui sont satanistes. Puis dans des biographies de Marilyn Monroe, il dit que Frank Sinatra aurait participé à une agression sur Marilyn Monroe une fois qu'elle est droguée. Là, OK. c'est dans un livre qu'on prétend ça. Donc, il y a tout ça qui est relié. Puis Roman Polanski droguera une enfant quelques années plus tard chez Jack Nicholson pour la violer. Donc, l'aspect de
donné de la drogue à un enfant pour la violer, il l'a mis en scène dans son film, il l'a fait lui-même. Donc, il y a tout ça. Puis, à mon avis, l'autre film ultra important pour comprendre le satanisme, il va arriver 30 ans plus tard, c'est en 1999, Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Oui, 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 oui. Parce que si on regarde ces deux films-là, back à back, on se rend compte que, t'as une minute, là, c'est comme le même couple, grosso modo. Oui. Ça se passe dans le même appartement. Tu regarderas l'appartement, là, les blancs, c'est comme si ça se passait dans le même appartement. Et puis, le personnage féminin dans Eyes Wide Shut, elle s'appelle Alice. Je vous disais tantôt, Alice, c'est super important, là. Parce que, dans le fond, dans le film, on a l'impression que le film Eyes Wide Shut, que c'est une histoire d'amour ou d'un couple qui semble s'éloigner un de l'autre, puis ils ont des désirs d'aller voir ailleurs. Tu sais, à première vue, on pourrait avoir cette impression-là. Mais dans le fond, Stanley Kubrick, ça a été son dernier film. De beaucoup pensent que ça va y avoir coûté la vie parce qu'il ne sera pas en vie au moment que le film va sortir. Semblerait-il qu'il manque un 45 minutes au film qui aurait été coupé parce qu'il était vivant au moment qu'il a fait une projection au producteur. Donc, il y a des gens qui l'ont vu, la version entière. Puis après, il y a eu une version coupée, mais là, à ce moment-là, Stanley Kubrick était décédé. Il n'en fallait pas plus, évidemment, aux complotistes, dont je suis, là, je dois l'avouer, euh, pour se dire, il y a sûrement quelque chose de louche là-dedans, Dans parce le que tout 45 minutes qui a été coupé, il y aurait de quoi de. qui Qui serait aurait allé pu trop, qui écouter serait la allé vie trop loin. Kubrick. Oui, parce que, comme par exemple, il y a la première scène, le premier party, OK? Je l'explique rapidement. Au départ, c'est le couple, il y a un médecin et puis une super belle fille, comme une femme au foyer à ce moment-là, qui est interprétée par Nicole Kidman, Tom Cruise. Ils vont dans un party. Lui, je pense qu'il est pas mal dans l'élite, parce qu'il est médecin, il arrive à New York, il se trouve hot. Mais là, il arrive dans un party d'élite où les gens sont encore plus hot que lui. Puis là, il y a un personnage qui est là, qui lui vont incarner comme l'Illuminati ou le top de la pyramide de la société secrète. Qui va comme le tester parce qu'il l'amène à un certain moment donné parce qu'il y a une prostituée qui est en train de faire une overdose, puis là, le médecin s'occupe de ça. Mais en fait, le film, c'est l'histoire de Alice. Ce qu'on va comprendre, c'est que Tom Cruise, lui, il va rencontrer un ancien collègue d'école qui, lui, est devenu pianiste. Lui, il y a des gigs plus tard où il va jouer du piano les yeux bandés dans un endroit où il y a des orgies, mais les gens sont incroyablement riches chez l'élite. Là, lui, Tom Cruise, sa curiosité, il a le goût de voir ça. Fait que son ami dit, ouais, mais il faut que tu te déguises. Fait que là, il va chercher un déguisement. Puis arrive dans le magasin de déguisement. Et puis, le gars du magasin de déguisement, c'est très exactement où est-ce que le gars s'en va. Il offre une fille. Il y a de la prostitution juvénile dans le magasin de déguisement déjà. On se rend compte de ça. Puis, il va réussir à se faufiler dans le party de l'élite où les gens sont tous déguisés avec des masques comme chez les Rothschild, avec des masques d'animaux, avec des grandes robes. Et il va y avoir là une orgie où il va y avoir 11 prostituées placées autour d'un cercle qui vont se dénuder. Et au moment quand on les voit se dénuder, c'est là qu'on se rend compte que la première scène du film de Eyes Wide Shut, on voit la première image, on voit Nicole Kidman se dénuder, enlever sa robe de nuit qui tombe à terre et elle est debout devant le miroir comme Alice qui est devant le miroir d'Alice au Pays des Merveilles. OK. Quand les prostituées laissent tomber leur robe, c'est exactement le même mouvement qu'ils font. Donc, on est en train de comprendre que Alice, elle a été une des prostituées des élites. Donc, elle est là parce que dans le party, à un certain moment donné, le premier des parties, il y a un homme qui lui offre un verre et en un instant, elle est à lui, elle est prête à tout pour lui. C'est comme si elle était tombée en amour avec le gars instantanément. C'est que cet homme-là qui était riche, il comprenait qu'elle, c'était ces prostituées de luxe-là, on les appelle des beta kitty ou des c'est un programme sexuel qui s'appelle le Beta Kitty Programming pour des prostituées de luxe. Peut-être tantôt, je parlais des écoles de charme, des petites Oh, oui. chanteuses. Ça, c'est la version officielle. Mais il y a, semblerait-il, d'autres abus qui vont dans le MK Ultra, parce que ce film-là, ça parle de MK Ultra. MK Ultra, c'est un programme du FBI qui sert qui est inventé des années 50 pendant la guerre froide pour combattre les Russes, qui servait à
créer des candidats qu'on pourrait contrôler à distance en fracturant leur esprit, créer des alter-ego. Tantôt, je parlais là, des émissions où les petites vedettes jouaient toujours dans une émission où il y avait un alter-ego, où il était soit des jumelles, où il était deux personnages. C'est un peu ça que ça veut dire. On est de retour maintenant, on passe aux grandes choses, les analyses de Cosmos, des vidéoclips, plus de chanteuses que de chanteurs habituellement, mais là, on passe à quel artiste? OK. Là, je vais vous présenter une de mes préférées que j'ai parlé souvent. Je pense que mon premier épisode de Popstar et l'Occulte, c'était avec elle. Parce que moi, je fais des émissions qui s'appellent Popstar et l'Occulte. Si ce que je vous dis, ça vous intéresse, ou vous trouvez que c'est, ou si même si c'est flyé, puis vous voulez en savoir plus, c'est sur Odyssée, c'est la série Popstar et l'Occulte, où il y en a une vingtaine d'épisodes, et puis où je vais en détail avec beaucoup d'artistes. Katy Perry est super intéressante parce que elle a commencé sa carrière en voulant être une chanteuse de gospel. Donc, puis ça marchait pas tant que ça. Puis même, ça marchait pas du tout, mais elle a été élevée dans la religion catholique. Et puis, pour elle, le gospel, c'était super important. Puis, elle voulait être comme Amy Grant, c'est ça qu'elle a dit. Puis, à un certain moment donné, vu que ça marchait pas, elle dit elle-même en entrevue qu'elle a signé un pacte avec Satan, qu'elle a vendu elle dit qu'elle a vendu son âme au diable. I wanted to be like the Amy Grant of music, yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Puis, depuis ce temps-là, ça marche. Je sais que ça semble dur à croire, mais c'est bien ça qu'elle nous dit, puis elle semble pas niaiser, puis la symbolique de ses clips, même en entrevue, elle a même dit, faut que quand les gens regardent ça, ils devraient regarder plus loin parce qu'on envoie beaucoup de messages subliminaux. Tantôt, je vous ai parlé de Dark Horse un peu. Celle-là, ça s'appelle This is how we do. Donc, ça veut dire, c'est ça qu'on fait. Puis là, ça a l'air d'une petite chanson party. Ça a l'air bien sympathique, mais on va regarder c'est quoi les symboles, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, je pense que vous autres, vous n'aurez pas le son, mais je vais vous traduire au besoin qu'est-ce que ça dit. Donc, si on a comme symbole ici, donc, bon, ça commence dans un musée. OK. OK, ici, on a les personnages masculins qui sont tous déguisés comme un personnage pour enfants qui s'appelle Pee-wee Herman. Est-ce que tu te Ouais, rappelles de oui. Pee-wee Herman? Oui. Pee-wee Herman, lui, il est associé à un scandale sexuel où il s'était fait prendre à se masturber dans un cinéma porno. OK? Donc, c'est le personnage qu'ils ont décidé d'incarner ici. Maintenant, dans cette section-ci, elle va dire on joue au ping-pong toute la nuit. Puis, il y a la table de ping-pong qui est bien en vue, puis elle est là, puis la table de ping-pong, elle semble importante là-dedans. Là, dit que tout est en néon, puis on est bizarre, mais on joue au ping-pong toute la nuit. Qu'est-ce que ça représente, le ping-pong? Le ping-pong, c'est comme du tennis miniature. Ça joue à deux, puis on s'envoie quelque chose. Le ping-pong, c'est ce qu'on voit dans le premier film de Stanley Kubrick, dans lequel il a été réalisateur au complet, c'est Lolita. Dans cette première scène de Lolita, 1962, c'est une scène entre deux pédophiles qui jouent au ping-pong. Il y a un pédophile plus gêné qui cherche sa fille, puis l'autre pédophile qui est un producteur d'Hollywood, qui lui a enlevé Lolita de l'autre pédophile, puis ultimement, un des deux pédophiles va tuer l'autre. Donc, puis le ping-pong, ce que je veux dire ici, c'est une métaphore à la pédophilie. Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale Pizzagate. Peut-être que vos auditeurs ont déjà entendu parler de ça. Oh, oui. C'est un scandale sexuel qui avait rapport à Washington. Puis il y avait un lieu très important, central du scandale Pizzagate. C'est un pizzeria qui s'appelle Comet Ping Pong. C'est un endroit où on servait de la pizza. Parce que là je vais vous parler des codes qui parlent de la pédophilie au FBI. Pizzagate, ça a rapport avec une fuite de documents de Wikileaks en 2016-2017 où il y avait les emails de Hillary Clinton et sa correspondance avec John Podesta. Dans ces emails-là, cette correspondance-là, il faisait très souvent référence à manger de la pizza
ou en fait avoir de la pizza ou avoir de la pizza pour 1 heure, puis d'autres termes qui veulent dire, parce que pizza, ça veut dire une enfant pour de la sexualité, puis une pizza au fromage, ça veut dire, en anglais, c'est CP. CP, ça veut dire child pornography. Donc, OK. la pizza au fromage, ça veut dire pornographie juvénile. La pizza, c'est un enfant. Si on parle de hot dog, on parle de petits gars. Si on parle de pâtes, c'est des plus petits gars encore. Euh, OK? Donc, il y a ces symboles-là. Puis, il y a des symboles, un cœur dans un cœur. C'est un symbole qui est utilisé pour les pédophiles entre eux pour se reconnaître. Et puis, un triangle qui fait encore un triangle qui fait un triangle à l'intérieur, là. Un triangle sans fin, disons. Il y a ça. Et puis, la spirale dessinée en main. Donc, une spirale, un cœur dans un cœur, la pizza, les pâtes, les hot dogs, le ping-pong. OK, donc là, on avait le ping-pong. Parce que je me dis, tu sais, est-ce que c'était populaire le ping-pong? Ça lâche pas. Est-ce que c'était populaire le ping-pong dans ce temps-là? Non, pas plus que maintenant. Maintenant, cette symbolique-ci, Taylor Swift a fait la même dans un de ses clips qui s'appelle Look What You Make Me Do. 2 affaires ici. Le bain. Chez les occultes, les sociétés secrètes, les sataniques, la cérémonie du bain est extrêmement importante. Le bain revient dans tous les clips occultes de petites vedettes. C'est une préparation à un cérémonial ou c'est aussi une manière de passer dans un autre monde en étant dans le bain. Pensez à Stranger Things, par exemple. Tu connais Stranger Things où on met la jeune fille Eleven dans un bain, puis à ce moment-là, son esprit est capable de sortir ailleurs. Dans la dernière saison, il mettait justement, il avait fait un bain à partir dans une pizzeria. Donc, elle était dans une pizzeria. On lui a fait un bain dans une pizzeria pour que son esprit soit capable de sortir pour channeler des choses. Donc, le bain, il y a cette thématique-là. On a retrouvé beaucoup, beaucoup de vedettes mortes dans leur bain. Je pense à Jim Morrison, par exemple, il était mort ailleurs, mais on l'a mis dans son bain pour qu'on le retrouve. Je pense à Whitney Houston et sa fille aussi qui a été retrouvée morte dans son bain. Donc, il y a le bain qui est là, mais aussi, qu'est-ce qu'il y a? C'est le collier de perles et les perles. Un collier de perles, est-ce que tu sais, ça réfère à quoi? C'est le slang de quoi? Pearl necklace. Ça veut dire éjaculation faciale. Un collier de OK. perles, si on parle de quelqu'un a reçu un collier de perles, c'est une éjaculation faciale. Donc, on avait ça ici. Donc, on va avoir de la pizza systématiquement dans le clip, presque tout le temps. Et puis, OK. Donc, on la voit, on l'a vu ici brièvement sur la table de ping-pong. Et puis maintenant, c'est les suçons, c'est les produits laitiers. Ça, c'est pas le FBI qui le dit, les produits laitiers, c'est mon analyse. À mon avis, les produits laitiers, ça représente ce qui est bien en mode, ce qu'on parle de ce temps-ci, l'adrénochrome. OK. Dans les films euh, où les enfants, tu sais, parce que euh, où il y avait des enfants disparus, OK, leurs photos des enfants disparus se retrouvaient sur les pintes de lait. Eyes Wide Shut, OK? Pas Eyes Wide Shut, Orange Mécanique, encore une fois, de Stanley Kubrick. Pense, tu sais, le liquide qu'il buvait Mhm. avant de faire l'ultra-violence, dans le fameux café qui s'appelait le Molokov. Molokov, il y a Moloch là-dedans. Donc, c'est un liquide de Moloch. Puis, à mon avis, les produits laitiers, la crème glacée, la crème, c'est un lien avec les enfants. Bon, ça, c'est mon analyse. Vous en faites ce que vous voulez. Là, maintenant, on a les 3 personnages ici qui mangent du melon d'eau. Katy Perry, la manière qui est installée, elle a un costume de bain avec de la pizza dessus. L'autre qui est à côté, c'est quoi? Des hot dogs. Puis l'autre à côté, je ne suis pas capable de voir, mais bon. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi ici, son contenu, si on regarde le regard, les lunettes de Katy Perry, on va la revoir mieux encore ici. Et voilà. Ce qu'on voit ici, c'est l'affiche du film Lolita de Stanley Kubrick de 1962. On a la jeune fille comme ça avec les lunettes en cœur, exactement comme ça. C'est une référence
à la pédophilie, encore une fois. Et si c'était pas assez, elle a des boucles d'oreilles en pizza, donc des triangles boucles d'oreilles. On a le triangle, parce que tu sais, chez les complotistes, les triangles, on voit toujours ça un peu comme un symbole pour les Illuminati, mais bon, on a les pizzas, les lunettes de Lolita. Donc, puis il a dit, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Maintenant, ici, on a nos personnages sont habillés en damier. Ça, c'est une référence à la franc-maçonnerie. Sur tous les planchers franc-maçonniques, dans tous les temples franc-maçonniques, c'est des damiers comme ça. Ça réfère à la dualité en haut comme en bas, le yin et le yang, le noir et le blanc, les contraires, le contraire s'attire, puis être sur son carré. Donc, c'est pour montrer que tout ça, c'est contrôlé par les francs-maçons. Et puis, les tacos ici, peut-être que c'est un autre slang, mais je ne suis pas trop sûr. Donc, on a les Pee Wee Herman, on a la pizza qui est là sans arrêt. Ah oui, puis les paroles également. À un certain moment donné, dans le clip, là, vous n'aurez pas la chanson, mais il y a comme un bridge dans la chanson, c'est à ce moment-ci. Puis elle dit respect, puis j'ai du respect à tous ceux qui se sont saoulés à soir avec leur argent, leur prêt étudiant. Je vous respecte si votre voiture est encore au parking, puis on est rendu mardi. Ça veut dire que vous êtes parti sur une dérape samedi soir, vous êtes tellement gelé, tellement plus là, on est rendu mardi. Et puis, c'est ça que Katy Perry veut que vous fassiez. Elle vous dit respect de ça. On joue au ping-pong toute la nuit avec de la pizza, puis tout ça. Donc, c'était ça. Puis là, les gens ne voient pas ça, évidemment. Mais moi, à mon avis, quand elle dit qu'elle a vendu son âme au diable, ben, elle pousse vers la destruction, que les gens deviennent de plus en plus déjantés, qui dépensent tout leur argent, qui se saoulent. Ça veut dire qu'en vendant son âme au diable, ben, ça lui donnait comme un gage de popularité, là. Oui, ben, tout à fait. Tout à fait. On en voit-tu pour un autre? Bon, ben oui. OK. OK. Ça, c'est une nouveauté. Taylor Swift, parce que, gars, c'est bien facile de trouver qu'est-ce qui est satanique. C'est qu'est-ce qui est le plus populaire. Si c'est ultra populaire, c'est sûr que c'est. Tu sais, on ne laisse pas un artiste libre, surtout s'il est extrêmement populaire. Tu sais, on a eu un exemple récemment de quelqu'un qui a essayé d'être libre, puis on l'a détruit, mais peut-être ils ont bien fait aussi. Kanye West, à un moment donné, il est parti, puis il dit je vais être libre, je vais dire n'importe quoi. On ne peut pas faire en sorte qu'un artiste puisse arriver en entrevue et puisse dire n'importe quoi. Tu sais, comme par exemple, pourquoi on ne voit jamais Britney Spears en entrevue depuis 10 ans avec quelqu'un qui ne la contrôlerait pas? Ben, on a bien trop peur de ce qu'elle va dire parce que Britney Spears, c'est un excellent exemple de à quel point ils sont contrôlés comme des marionnettes. Puis elle, ça a été extrême. C'était même la loi. Elle ne pouvait même pas aller au dépanneur s'acheter de la gomme. Mais, tu sais, Kanye West, encore une fois, une des plus grandes vedettes au monde, était marié avec une des personnes les plus riches, une des personnes les plus puissantes. Mais il reçoit sur un message texte d'un Pasternak, je pense qu'il s'appelait Gary Pasternak, en tout cas, son entraîneur personnel, OK, qui écrit, là, si tu te calmes pas, là, je vais te faire enfermer, je vais t'envoyer à Zombieland Forever. Fait que lui, Kanye West, il reçoit des messages textes de son entraîneur personnel qui dit que là, tu n'appuieras pas Trump et tu ne diras pas qu'est-ce que tu dis là parce que je vais te faire interner comme j'ai déjà fait. Il dit, je vais te faire réinterner. Donc, lui, dans le message texte, il dit que c'est lui qui l'a fait interner, son entraîneur. Donc, il a beau être milliardaire, ultra riche, mais il y a quelqu'un au-dessus de lui qui est capable de le menacer. Donc, c'est des marionnettes. Donc, il ne faut pas penser que sont libres, que nos artistes sont libres, sont là pour nous dire un plan, sont là pour nous amener quelque part. Puis cet endroit-là, c'est pas très jojo. Il y a quelques petits exemples là, à travers l'histoire, là, parce que j'aurais tellement de choses à dire, mais il y a un rappeur en ce moment aux États-Unis qui s'appelle Tom McDonald, qui, lui, a des millions de vues. Il réussit à avoir un impact, à être connu en étant 100% indépendant. Fait que c'est un des seuls exemples que je connais en ce moment d'artistes connus qu'on pourrait dire, OK, lui, il est vraiment libre. Sinon, on peut avoir l'impression que Taylor Swift est libre parce que c'est la plus grande, la plus connue, mais elle écrit des hits, à mon avis, à un rythme tellement effréné que ça se peut pas qu'elle les écrive, elle. Tout, je crois qu'il y a une machine
derrière elle qui va lui dire tout ça parce que c'est incroyable la quantité de hits qu'elle a. Je suis même fan, tu sais, à quel point elle est incroyable pour écrire des mélodies. C'est très, très fort. Ça, c'est son dernier ici qui s'appelle Karma. À mon avis, Karma, c'est encore une fois, c'est toujours anti-religieux. Elle, ici, dans sa chanson, elle va nous dire que le karma, c'est un dieu. Le karma, c'est un chat. Le chat, c'est le programme BT Kitty Programming. C'est dans le MK Ultra pour les jeunes filles. On va référer au chat comme étant un modèle de séduction. On va demander aux petites filles d'être comme des chats. C'est ce qu'on va appeler le programme Beta Kitty Programming, qu'on voit comme l'artiste Doja Cat, par exemple, nous, qu'on le voit souvent. On a vu Taylor Swift en chat, le film Cats. Dans Lost Highway, la Alice, elle fait miaou, et c'est là tout le temps. Donc, on a eu ici la justice ou la carte de tarot de la justice. On la revire à l'envers et on arrive en enfer. Et maintenant, Taylor Swift incarne Satan elle-même. Et puis, donc, il va y avoir 11 personnages, tous masqués, un peu comme dans Eyes Wide Shut, encore une fois, où ça semble qu'il va y avoir une genre d'orgie. Parce qu'évidemment, les orgies sexuelles, puis le satanisme vont de pair. Puis là, on revient sur Terre et puis on a, je vous ai parlé tantôt de Magicien d'Oz, ben la voici en Dorothée. Et puis elle dit donc elle est en Magicien d'Oz, les souliers rouges, ça serait trop loin d'expliquer les souliers rouges, mais bon. Et puis là, il va avoir encore une représentation satanique qui est là. Et puis, bon, le temps ici, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, cette notion du temps-là. Mais il va avoir le masque ici. C'est une carte de tarot. J'en ai parlé dans une de mes émissions, mais comment on va la revoir ici? On va la voir ici couchée sur un chat, encore une fois. Donc, on la voit, tantôt, je vous ai dit le collier de perles que ça représente, l'éjaculation faciale. Le chat, donc le programme Beta Kitty Programming. Donc, ici, c'est une référence à la sexualité comme le programme Beta Kitty Programming. Maintenant, on a cette nouvelle rappeuse qui, à mon avis, a été créée pour l'occasion, pour 2023, pour incarner la déesse que je vous parlais tantôt, Isis, la femme d'Osiris. Son nom, c'est Ice Spice, donc Ice S. Sa chevelure est rousse comme ça, c'est comme le symbole. Si on voit derrière moi, je crois que les gens pourront voir derrière moi, on voit Isis, quand il change de scène, elle a un symbole particulier qui est important, à mon avis, à comprendre. OK. Vous voyez ici, Isis, on a comme deux cornes au-dessus de sa tête et puis un point rouge ou un genre de soleil ici qui est là. OK? Et puis, notre Ice Spice, si on regarde sa pochette d'album, Ice Spice, album, image. J'espère qu'il n'y aura pas de pornographie. Non, pas pire. Album. OK, mais ça, ils l'ont mis à l'envers, à l'envers. Ouais, comme ça. OK. Donc, si on la revire ici à l'envers, la boule rouge, c'est la boule qui est au-dessus de la tête, puis les jambes, c'est les cornes. Et puis, voilà pourquoi je crois que c'est ce qu'elle incarne. Donc ici, puis qu'est-ce qui est important aussi derrière, c'est son couvre-lit. Ça représente l'autre déesse satanique, mais qui est dans le fond le même personnage, mais pour une autre société, parce que des fois, c'est les Babyloniens l'appelaient de certaines choses, les Grecs l'appelaient d'une certaine manière, les Romains l'appelaient d'une autre manière, mais le coquillage qui est derrière Ice Spice ici représente Vénus. Donc Vénus, c'est cette déesse-là qui amène les hommes vers la destruction par la déchéance sexuelle. Maintenant, référence à la franc-maçonnerie, on a ici où nos deux déesses antiques vont monter les 13 étages de la pyramide Illuminati pour se retrouver en haut. Donc, on a la déesse de la Lune et on a la déesse qui est associée à Saturne. Donc, on a ici l'éclipse parce que l'astrologie, la numérologie, super important chez l'occulte. Puis, on va voir ici que, OK, cette image-là est intéressante. On a ici Taylor Swift qui est attachée à la Lune.
Mais la lune est dans le fond, est attachée plus à Isis, parce que le soleil, c'est Osiris, et la lune, la reine de la lune, c'est Isis. Mais là, ils ont interchangé. L'autre astre ici, c'est Saturne. Saturne, c'est la planète satanique, c'est la planète de Satan. Euh, donc, cette image-là ici qui est forte, où on voit les déesses, ici, elle qui représente Isis et la déesse de la lune, parce que dans cette nouvelle création-là, dans cette nouvelle religion qu'on veut créer, on est en amour avec Gaïa, la terre, le dieu soleil, la lune, c'est ça qu'on vénère. Donc, on a eu cette image-là où on les avait attachés à l'astre qui est associé au satanisme, Saturne, et à la lune ici. Et tout de suite après, comment un autre mot pour décrire Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière. Donc, on a ici Taylor Swift qui littéralement porte la lumière au monde, donc cette déesse qui nous amène ça. Puis là, on a 5 lumières. 5 lumières, c'est les 5 points de l'étoile, parce qu'il y a un autre point que je n'ai pas parlé ici, qui est très important dans la promotion de cette nouvelle religion-là, c'est la promotion de la magie, de la sorcellerie. Parce que ils font de la magie très souvent, et puis ils tentent de nous envoyer des sorts. Et puis après ça, on va voir ici Isis sur son bateau qui va tenter de rapatrier tous les morceaux de Osiris. Et vous voyez, le bateau rose représente ici le sexe féminin. C'est ultra clair. Donc, oui. Une déesse de fertilité. Et puis, elle nous dit ici dans ses chansons que le karma, c'est un dieu. Puis le karma travaille pour moi. Puis à mon avis, elle s'adresse à Satan ici. Le karma, en fait, c'est une manière de contrôler les choses par la magie, à mon avis. Donc, c'est à mon avis une promotion de la magie à travers ce dernier clip de Taylor Swift. Mais je pourrais continuer pendant des heures. À chaque fois qu'il y a un gros clip très populaire qui sort, il y a presque toujours des choses à analyser. Puis ça, donc, pour bien comprendre la culture populaire en ce moment, là, pour résumer, c'est on tente de faire réapparaître des déesses païennes à travers les idoles actuelles. Parce que qu'est-ce qui est plus une idole qu'être chanté devant 100 000 personnes dans un stade puis être adulé comme Taylor Swift? C'est une déesse. Tu sais, même les déesses antiques, est-ce qu'ils remplissaient des stades de 100 000 personnes? Ben, peut-être, mais c'est du moins c'est ce qu'elle tente d'incarner. Dans la Bible, ils nous disent de ne pas idolâtrer, de ne pas idolâtrer des images, puis pas faire de l'adoration. Ces vedettes-là, c'est ce qu'ils font littéralement, et ils incarnent ces déesses-là. Donc, pour comprendre les déesses actuelles, il faut comme comprendre les déesses du passé. Puis là, ça, c'est les petites chanteuses, mais il y a le cinéma, puis les super-héros. Parce que les super-héros, c'est des incarnations de dieux païens également. OK. Presque tous, Flash, Superman, c'est Zeus. Ils ont leurs racines là. Puis ce qui leur arrive à ces personnages-là, ben, c'est les aventures des anciens dieux, des mythologies. Grosso modo, tu sais, ça. C'est comme dans la Grèce antique qui se racontait les histoires des dieux. Ben, nous autres, on va au cinéma voir des films de super-héros, mais c'est grosso modo la même affaire. Puis, mais à la différence que dans le film, OK, le dieu peut être un dieu méchant, mais ça va être le héros de notre film. L'antagoniste ou le méchant du film va avoir des caractéristiques de Dieu. C'est comme si le méchant, c'était Dieu, puis nous autres, dans le film, on incarne Satan qui se rébelle contre Dieu. OK. Parce que c'est toujours une question de perspective. Comme, mettons un exemple, je ne sais pas si tu as en tête le film Lego de Movie, par exemple. Non, je n'ai pas regardé. OK. Ou le Truman Show, par exemple. Oui. OK, le Truman Show avec Jim Carrey. Jim Carrey, il vit sous un dôme, filmé 24 heures par jour, tout le temps. Lui, il ne sait pas qu'il est dans un monde à part. Pour lui, c'est son univers, c'est sa réalité. Pour lui, tout est bien normal. C'est ça, la vie.
Mais, mais dans le film, il y a un dieu. Il y a quelqu'un qui a créé le dôme et puis qui produit l'émission de télé-réalité. Lui, c'est le méchant du film qui garde Truman Show, qui garde Truman enfermé dans son dôme et qui tente d'y faire avoir peur pour pas qu'il ait le goût d'explorer. Puis il y a toujours des gens qui, lorsqu'il veut avoir de la curiosité, on le décourage d'avoir de la curiosité, on y fait peur, on tente de le faire peur. Tu sais, ça me fait penser un peu comme les médias ont agi un peu pendant le COVID, ils ont essayé de faire peur au monde. Ben, dans le Truman Show, il y a pas mal de ça. Puis lui, à un moment donné, il trouve qu'il y a des affaires bizarres, puis il se rebelle. Il se rebelle contre le dieu de son monde. Mais dans le film, on nous montre que le créateur du dôme, c'est le méchant. Donc, le dieu du film, c'est le méchant pour nous. Donc, ou dans les films de Marvel, The Endgame, la fameuse fin de la saga avec le super méchant Thanos qui marche sur l'eau, qu'il appelle ses fidèles ses enfants. Lui, les autres l'appellent le père. Il a la capacité de vie ou de mort sur l'univers. Thanos, c'est Dieu. Puis les super-héros sont en rébellion contre Dieu tout le temps. Donc, c'est souvent une question de point de vue où on nous montre que le monde dans lequel les personnes vivent, il est oppressant ou il n'est pas correct. Puis là, on va incarner le rebelle qui va sauver le monde, mais du méchant, mais c'est d'une question de point de vue. Donc, on va nous faire jouer le rôle du rebelle dans le film. Donc, Lucifer, c'est le personnage qu'on est habitué d'incarner dans un film. Tu sais, parce que c'est le rebelle contre la notion de Dieu du film, mais on veut nous montrer que Dieu n'est pas correct, puis on doit se rebeller contre. C'est un peu un canevas là, qu'il y a dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Tu sais, V pour Vendetta, c'est un peu la même affaire. Tu sais, c'est un film, tu sais, comme que j'ai beaucoup aimé, là, que c'est un film excellent, mais on nous présente la société comme une société fasciste, oppressante, puis le personnage de V, lui, est comme Satan qui va initier quelqu'un à devenir un rebelle comme lui. Okay. Puis lui, il va entraîner toutes les autres à devenir des rebelles à la fin. Okay? C'est comme si c'était toutes des antifas qui étaient finalement qui se rebellent contre la société. Ou le film Le Joker, je sais pas si c'était récemment, le film Le Joker, à la fin où c'est le chaos à New York, puis tout le monde, c'est comme des antifas qui se rebellent pour quelle raison exactement? C'est pas clair. C'est comme c'est une rébellion futile, grosso modo, contre rien, juste parce qu'on les a allumés, on a allumé la mèche, un peu comme on a fait en France, là, 2 semaines, ou un peu comme Black Lives Matter. On faisait penser à tout ça. Donc, ces films-là sont intéressants. Fait que c'était ça, ma petite initiation à la symbolique dans la musique pop, dans la culture populaire. Juste avant de quitter, les chanteuses et ou chanteurs, mais je crois que c'est plus spécifique aux chanteuses, selon ce que j'ai cru comprendre. C'est pas les pires, mais lesquels que c'est comme le plus évident. Je fais comme, il y a plein de signes. Est-ce que ce serait Cyrus, Lady Gaga. Lady Gaga, c'est le plus évident, à mon avis. Elle a tout. Elle, par contre, elle n'a pas la même histoire que je vous racontais au début. Elle n'a pas été construite depuis l'enfance. Ça, c'est un chemin, mais il y a d'autres chemins. Ça peut être si tu as beaucoup de talent, on peut te recruter. Là, malheureusement, on a souvent besoin d'un sacrifice. Là, je sais que c'est complotiste, là. Mais regardez les grandes vedettes que vous connaissez dans leur vie privée, ils ont perdu un être cher au début de leur carrière. C'est arrivé à Lady Gaga, sa meilleure amie, puis elle a comme pris sa personnalité, ses chansons, puis elle est devenue sa meilleure amie qui est morte. C'est arrivé à Eminem, c'est arrivé à Kanye West. Kanye West, il l'a même dit. Il dit, les Illuminati ont tué ma mère. Parce que lui, quand il était là-dedans, à un certain moment donné, il a dit, OK, ma mère, elle va être là, puis il s'est rendu compte qu'il avait donné l'adresse de sa mère à quelqu'un, puis là, il s'est rendu compte que sa mère est morte. Puis là, il pense que, OK, sa mère est morte pour que lui, il ait du succès. Lady Gaga, ça, c'est arrivé. Puis après ça, si on regarde ses chansons, ses chansons blasphématoires, tout ce qu'elle a fait, boire du sang. Ah oui, parce que encore plus,
Il y a la chef des sorcières mondiales, OK, la plus connue, elle s'appelle Marina Abramovic. C'est comme chez les sorcières, c'est la superstar des sorcières. C'est officiellement une artiste, peintre, qui fait des performances dans des musées, des plus grands musées au monde, mais elle fait des performances avec du sang, du Oui. sperme, des excréments. Et c'est elle qui a organisé les Spirit Cooking Dinner avec les grandes vedettes où on faisait des moqueries du cannibalisme. On faisait comme si on faisait du cannibalisme, mais c'était des gâteaux en forme de. Puis là, ça a été bien en mode. Justement, Podesta et Hillary Clinton ont assisté à ça, puis ils aimaient bien ça, puis ils s'en ont parlé par email. Donc, Lady Gaga, parce que aussi Lady Gaga, elle est de tous les combats quand on a quelque chose à vendre. OK, on avait les masques à vendre, tout le monde fallait qu'ils se masque. Bon, ben là, Lady Gaga était là pour dire aux gens de mettre leur masque. 2 semaines après que la pandémie a commencé, c'est elle qui animait la grosse conversation Zoom avec tous les directeurs mondiaux, là, puis le gros meeting, on commence ça va marcher, la pandémie. Après, au gala MTV, c'est elle qui a gagné tous les trophées, puis elle avait toutes des masques des plus spectaculaires les uns que les autres. C'est elle qui a chanté à l'inauguration de Joe Biden, très chum avec Hillary Clinton. Donc, la championne mondiale, c'est Lady Gaga. OK. Puis après ça, Miley Cyrus, j'ai fait 2 épisodes juste sur elle parce que elle, c'est commencé, son affaire, ça a commencé avant la naissance. Tu sais, les noms des personnages super importants. Cyrus, c'est le roi Cyrus. C'est encore une incarnation de divinité ancienne. Son père, Billy Ray Cyrus, sa marraine, c'est Dolly Parton. Puis là, j'ai fait dans mon émission plein d'analyses sur qu'est-ce que Dolly Parton a fait vendre, a amené à la société. Elle a amené quoi, Dolly Parton? Elle a amené les femmes au travail chez les femmes conservatrices. Chanteuse country, tu t'adresses à un public conservateur, ça l'a fait vendre la femme de carrière qui n'a pas d'enfant, puis aller travailler. Working 9 to 5. OK? En fait, il faut que les femmes aient travaillé. Puis, elle a son propre parc d'attractions qui s'appelle Dollyland. Et là, je n'ai pas parlé des symboles de papillons puis d'arc-en-ciel, parce que le symbole pour le MK Ultra chez les femmes, c'est le MK, c'est pour Monarch, c'est le programme Monarch. Puis le logo du papillon, c'est le logo du programme MK Ultra du contrôle de la pensée des vedettes. Vous remarquez, toutes les vedettes que j'ai parlé, là, ils ont tous quelque part un tatou de papillon. OK. Vous regarderez, là. Puis ils ont tous souvent fait utiliser le papillon sur leur pochette de disque, sur leur thumbnail. Papillon. Le papillon est omniprésent dans tout ça. Donc, Miley Cyrus, vraiment, elle est née là-dedans. Lady Gaga a été recrutée. Ariana Grande est bien intéressante aussi. Elle a fait des choses extrêmement blasphématoires. Elle s'est pris pour le Christ. Mais en fait, il y a une chanson qui s'appelle God is a Woman, que si on fait jouer à l'envers, ça dit gloire à Satan, tuer du monde. C'est incroyable. Et puis, c'est extrêmement blasphématoire, mais ça va mal pour eux autres. Parce que ceux qui jouent avec des. Là, il faut être croyant là, pour le bout que je vais dire. Là. Parce que lorsqu'on ouvre la porte à jouer avec ces forces-là puis à envoyer du satanisme, il y a des choses qui nous habitent, je crois. OK. Et puis, lorsqu'on ouvre la porte, c'est des démons Puis la plupart de ces vedettes-là, ils ont passé par des grands troubles psychologiques où ils ont été internés à un certain moment donné. Je pense à Britney Spears, à Demi Lovato, à Selena Gomez. Ils ont presque tous passé par une période très, très dark où ils vont même dire qu'ils sont habités par des démons, où ils ne veulent plus se regarder dans le miroir. Ils ont des problèmes psychologiques. Et en ce moment, c'est le temps de Ariana Grande est en train de disparaître sous nos yeux. Je pense qu'elle pèse 80 livres en ce moment. Et il y a quelques années, dans un de ses spectacles, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un attentat terroriste où il y avait eu plusieurs morts de petites filles dans son spectacle en Angleterre. C'est à Manchester, il y avait une bombe qui avait éclaté, puis il y avait une dizaine de victimes à ce moment-là. Il y en a qui pensent que ça pourrait peut-être être un genre de sacrifice de l'industrie parce que l'année passée, il est arrivé à peu près la même affaire à une autre super grande vedette qui s'appelle Travis Scott, à son concert en octobre passé à Astroworld, où il y a 11 personnes qui sont mortes en même temps pendant le concert. Puis Travis Scott, qui est marié à un autre Kardashian, comme Kanye West était marié avec un autre Kardashian. C'est pourquoi il s'appelle Travis Scott, le gars? Non. C'est pas son vrai nom.
il s'appelle, il y a un autre nom, tu peux penser Travis Scott, c'est pas un nom de rapper, c'est pas Little Biggie quelque chose. C'est pas un nom de rapper, on dirait que ça pourrait être Travis Scott qui joue du country, mettons. Ouais. OK. Mais c'est qu'il y a un endroit spécialisé dans le MK Ultra qui est légendaire, qui s'appelle l'Institut Tavistock. L'Institut Tavistock, c'est de là que ça part, le MK Ultra. Fait que lui, il s'appelle Travis Scott parce qu'il fait du Tavistock sur la population. Puis, Stand By, il sort un nouvel album le 21 juillet, bizarrement, de ce mois-ci. C'est une date là où il y a plein d'affaires qui pointent, qui se passent des affaires là. Lui, Travis Scott sort son album là. Le film Barbie sort. Dans le film Barbie, plein d'affaires. Là, ça va être le Bohemian Grove. Moi, je surveille là, le 21 juillet, qu'est-ce qui va se passer avec ces vedettes-là. Le film Barbie, la symbolique qu'il va y avoir là-dedans, ça m'intéresse bien gros. Parce que on dirait, là, avec les previews, ça ressemble, on dirait, à un peu Truman Show, où Barbie est comme dans un monde à part, puis elle va arriver dans la réalité, ou un peu comme le film Lego Movie. Donc ça m'intéresse avec qu'est-ce qui va se passer avec Travis Scott dans l'actualité des vedettes. Là, c'est ce que je regarde cet été. Fait que, mais les pires, Miley Cyrus et Lady Gaga, les grandes championnes. Ah non, Beyoncé. Beyoncé, il ne faut pas oublier. La Queen Bee, Beyoncé. Puis le plus grand moment de l'année de tout ça, là, qui est le moment le plus important de l'année, c'est le spectacle de la mi-temps au Super Bowl. Depuis 20 ans, c'est incroyable la symbolique qu'il y a là-dedans. Le spectacle de Katy Perry, incroyable. Madonna, ça a été fantastique dans la Rihanna symbolique. aussi. Oui, quoique oui, mais j'ai fait une petite émission là-dessus, mais je ne sais pas exactement comment le prendre. Moi, j'ai vu ça comme un rituel de l'œuf. Parce que depuis le début de l'année aux États-Unis, on entendait parler les œufs, ça n'a pas d'allure l'inflation, les œufs, ça coûte 12$, ça coûte bien trop cher les œufs. Là, il y avait des ballons dans le ciel. Tu te rappelles à ce moment-là des ballons météorologiques chinois, qui étaient comme des gros œufs. Puis là, il y avait la publicité du Super Bowl avec Rihanna, elle avait un manteau jaune en plume. Puis là, il y avait un gros follow spot. C'est comme si elle était elle-même le jaune d'œuf. Fait que là, c'était les œufs, là, on voyait. Pour moi, puis là, on voyait qu'elle était enceinte. Oui, en plus. Fait que pour moi, l'œuf, je voyais l'œuf comme un peu le capital ou le ventre d'Osiris. Puis je m'imaginais que le bébé de Rihanna naîtrait à la même date que le bébé dans Rosemary's Baby est né, c'est-à-dire c'était le 28 juin, mais j'ai dépassé. Là. On est le 12 juillet, son bébé n'est pas né, je l'ai raté celle-là. Je croyais que ça serait terminé. Ou il y a une journée qui est la journée internationale des extraterrestres, qui est le 2 juillet. Je me dis, c'est peut-être ça le lien, parce que dans le satanisme, là, on n'en a pas parlé, c'est peut-être une autre fois, là, mais les extraterrestres puis les invasions extraterrestres, c'est relié au satanisme à Aleister Crowley. Wow. Parce que Aleister Crowley, dans ses visions, il a fait un dessin de ce qu'il a vu d'un démon. Et puis ce dessin-là, si tu le retrouves, c'est bien facile à retrouver, là, il ressemble beaucoup à ce qu'on voit comme nous, des extraterrestres, des petits gris, des grosses têtes, gros yeux. Tu sais, l'extraterrestre cliché, là, oui. C'est Aleister Crowley qui l'a dessiné en 1920 dans une vision d'un démon. Et puis, de ses adeptes à lui, Aleister Crowley, tu sais, qui est comme le Jésus du satanisme, il y a bien du monde qui s'est inspiré de lui. Puis il y a un réalisateur de films qui est mort récemment, qui s'appelle Kenneth Anger, qui a fait plusieurs films inspirés des doctrines d'Aleister Crowley. Puis dans un de ses films qui s'appelle Lucifer Rising, qui met en vedette Bobby Beausoleil, qui va être dans la secte de Charles Manson, qui va aller tuer Sharon Tate. Tout est dans tout. On voit la résurrection d'Osiris à travers Isis. Et puis, ça va devenir un antéchrist qui va être un chanteur dans le film. Et le film se termine où on voit Isis et on voit des soucoupes volantes arriver. Donc, ça se finit, là, l'histoire des sataniques, c'est faire revenir des soucoupes volantes. Le film Lucifer Rising date de 1967. Là. Puis, Aleister Crowley parlait de ça des années 30. C'était bien avant Roswell. Donc,
à mon avis, moi, je fais un lien entre ce qu'on nous pousse, les nouvelles religions, les anciens déesses, puis quelque chose avec les extraterrestres, les ovnis. Il y a quelque chose, il y a un lien. Parce que pendant bien des années, là, moi, je m'intéressais aux choses occultes et paranormales, tu sais, des fois. Oui. Puis là, dans le paranormal, je voyais qu'il y avait comme deux sujets principaux. Les fantômes et les esprits. C'était comme une catégorie. Puis l'autre affaire, c'était les extraterrestres et les ovnis. Là, je me dis, tu sais, mais là, j'ai comme compris que, c'est ça, c'est la même affaire. Parce que, tu sais, là, à Disney, là, ils produisent bien les affaires, les petites pop stars et tout ça. Ils produisent aussi une émission que bien du monde aime, qui joue depuis à peu près 20 ans, qui s'appelle Nos ancêtres les extraterrestres. Peut-être tu es familier, peut-être tu as déjà vu, qui s'appelle Anciens Aliens. Mais eux autres, tout ce que ça nous dit, c'est que ce que les gens pensaient que c'était des dieux, là, ben, c'est des extraterrestres qui viennent d'une autre planète, puis ça a été mal interprété. OK? Ça, dans le fond, c'est la prémisse de l'émission, puis ils font des centaines d'émissions pour essayer de nous convaincre de ça. Mais Disney, moi, je les trace sur rien. Moi, je vois ça que c'est à l'envers. Tu sais, c'est que quand les gens voient des soucoupes volantes, c'est une manifestation démoniaque, comme il y avait dans le temps. Mais, je vois au débat, dans les commentaires, il y en a qui vont dire Cosmos. Il n'y a pas rapport, c'est pas grave. C'était mon point. T'es sûr? Comment qu'on fait pour, si on veut voir tes vidéos, t'es sur YouTube, je sais, Odyssée. Oui. Moi, ma stratégie, là, c'est que, bon, je fais des émissions sur l'occulte, mais je fais aussi des émissions sur les nouvelles. Mes émissions sur les nouvelles, le gouvernement n'aime pas ça de quoi je parle, parce que je pense qu'on veut nous amener à un endroit où on va manquer de liberté, puis je pousse contre l'agenda mondialiste. Donc, je suis... Je suis étiqueté complotiste, mais pour moi, je fais de l'information indépendante. Donc, le truc pour moi, parce que mon décor est en train de tomber, le truc pour moi, c'est de me mettre partout. Donc, Odyssée, Cosmos Info, Capitaine Cosmos, Rumble, Telegram, YouTube, Twitter. Donc, mes affaires sont toutes là. Mais le meilleur endroit pour me suivre, ce serait Rumble, Odyssée, Telegram. C'est sûr que toutes mes affaires vont être là parce que quand je mets des affaires sur YouTube, c'est comme, par exemple, depuis 2-3 ans, j'ai fait 300 vidéos. Il y en a 300 quelques sur Odyssée, mais juste 200 sur YouTube. Donc, une vidéo sur 3 que je fais passe pas sur YouTube. Bien souvent, c'est à cause des droits d'auteur. Parce que j'analyse des clips, de la musique, des films. Donc, des fois, je suis striké pour ça. Des fois, c'est pour des opinions médicales. Ou, en tout cas, je dis quelque chose que le gouvernement n'aime pas. Donc, voilà. Vous pouvez me suivre là. Puis, je suis très, très, très content que tu aies pris le temps de me recevoir. C'est la première fois que quelqu'un me tend la main pour m'interviewer. Puis, je suis très content de faire un peu un crossover parce que je sais que tu ne viens pas de la même place que moi. Je sais que je t'ai vu faire des affaires bien intéressantes. L'entrevue avec l'ancien Farfadet que j'avais trouvé vraiment. Charles Lajoie et André Desfossés, oui. J'ai trouvé ça respectueux. On voyait que toi, tu ne partageais pas leur opinion, mais c'était fait avec soin, avec respect. Puis c'est pour ça que j'ai fait. Je pense même que je t'avais. J'ai sûrement mis un commentaire positif là-dessus parce que je voyais que tu as été proche à un certain moment donné des anticomplotistes, mais tu as une assez grande ouverture d'esprit pour avoir une discussion avec moi puis que ça se passe bien. Fait que je pense qu'on avance, puis à un moment donné, il va y avoir moins de haine. Puis s'il y a plus de discussions comme ça, ben. Je sais pas, on pourrait à un moment donné qu'il fasse un peu mieux vivre au Québec, qu'il y ait moins d'agressivité, ce serait le fun. Fait qu'on se reprend pour éventuellement paranormal puis ces trucs-là? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Invite-moi, ça me fera plaisir. Puis tu me tiendras au courant des diffusions de cette émission-là. Puis je vais dire à mes auditeurs de te suivre, bien évidemment. C'est parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Capitaine Cosmos. Cette semaine, c'était mon invité. J'espère que vous avez appris des choses, que oui, peut-être vous allez rire, d'autres ne riront pas. Rendu là, ça vous appartient. Cosmos nous a livré, pas ses états d'âme, mais sa façon de faire, de procéder pour analyser les vidéos. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup.